Ah, ça, c'est Paul Royer, mon arrière-grand-père. Il a été à la bataille de Reichshoffen, dans les Dragons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'école, pour se réchauffer, on chantait « C'était un soir, la bataille de Reichshoffen ». Et on sautait sur les bancs, et par les mains, par les pieds. C'était amusant. Alors lui, par contre, il n'est pas mort à la guerre, mais il est mort parce que il est allé dans les colonies, et pour se rafraîchir, il buvait beaucoup d'absinthe. Et là, par contre, sur ma tête, c'est mon grand-père. Mais ça, c'est le côté maternel, et ça, c'est le côté paternel, du côté de mon père. C'est donc Thomas Blanc, qui, lui, est décédé à la Côte du Poivre, le 11 juillet 1916, à 18 h le soir. Alors, je regarde des photos, et c'est à partir de ces photos, et puis de ces deux cadres-là, que, dans ma tête, me viennent des souvenirs. Des souvenirs d'histoire, et des histoires qui me sont arrivées dans mon auberge. Il faut que je vous le raconte. C'était au... Nous tenions une auberge avec Suzanne, on l'a tenue pendant 20 ans, et c'était au début juillet, entre le 1er et le 12. Vous savez, quoi qu'il en soit, c'est jamais bien... Le nombre de touristes ne sont pas très nombreux dans cette période-là. Ça ne se pousse pas au portillon. Mais j'avais quelques touristes. Et ce jour-là, à midi, troisième à gauche, quatre nouveaux clients qui étaient un peu perdus. Ils sont arrivés premiers, un petit peu effarés de voir où c'était perdu. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, mais enfin, patron, mais dis donc, mais ici, qui vient quand même? Et d'où ça vient, tout ce monde-là? Parce que vous me dites que c'est complet. Et la première, la deuxième à droite, installée juste après, c'était des Alsaciens que je connaissais de longue date, qui venaient chaque année, pendant les vacances, au moins 4 ou 5 fois, manger chez moi. Je reste près de mes 4 nouveaux arrivants, et je leur présente le menu, et je leur dis, ah, vous vous posez la question de d'où viennent les gens? Eh bien, j'ai des Bordelais, j'ai des Marseillais, des gens d'Auvergne, des Ch'timis, des Bruxellois, des Allemands, des Américains, des Italiens, de tout, des Bretons, et même chez des Alsaciens qui viennent régulièrement manger chez moi des bonnes choses qui sont en Ardèche. Et puis je pars, après avoir laissé le menu, je me retourne, et là, je vois mes 8 Alsaciens. Le masque. Je dis, ah là là, ils ont dû se fâcher par rapport à l'accent que j'ai pris. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas important. Alors je m'approche d'eux et je leur dis, salut les Alsaciens, alors c'est vacances, comment c'est bien? Monsieur Blanc, patron, vous avez refait notre accent, vous vous êtes moqué de nous, vous nous avez pris pour des étrangers, vous avez fait un accent comme si nous étions des Allemands. Ah, j'ai dit, non, attendez, c'est pas du tout ça, c'est parce que moi j'aime tous les accents, regardez, en Auvergne, c'est rocailleux, de partout ailleurs, les Marseillais, n'en parlons pas, c'est amusant, c'est rigolo, non, je vous en tiens pas pour quitte, ça je n'aime pas ça et tout, et je suis même très vexé. Oh, attendez, nous, dans le midi, avec les fraîcheurs lavande, les pâtes panzani, vous voyez, et puis les ducros qui se décarcassent. Et vous croyez qu'on ne serait pas, disons, capable de dire ça suffit, on en a assez qu'on se moque de nous. Moi je suis bien content. Si je participe à la bonne lessive et au bien manger à travers des publicités, pourquoi pas? Non. Et patron, si ma grand-mère, vous vous rendez compte, si ma grand-mère était là, elle qui est patriote, ça ne se passerait pas comme ça. Et elle ne vous lâcherait pas comme ça. Et vous verriez, vous passeriez un très mauvais moment. Ouh, alors là, je me suis énervé. Alors j'ai dit, non, ne me faites pas la leçon, pas la morale. J'ai dit, moi, mon grand-père, là, Thomas Blanc, il est mort à la Côte du Poivre, le 11 juillet 1916 à 6 h le soir. Et il est mort enfoui à moitié par une bombe, une marmite qui a pété à côté de lui et qui a fait que sa jambe s'est cassée. Il a eu une ouverture, un los qui lui a déchiré la fémorale. Et le temps qu'on le délivre, il est mort. Il est mort en criant, j'ai mal à ma jambe, ma femme, mes enfants, mes vignes. En quelques secondes, il avait fait le tour de ce qui lui tenait le plus à cœur. Alors vous croyez que ça, c'est pas important? Et ma grand-mère, qui restait veuve à 23 ans, avec des beaux-parents, avec ses grands-parents, 2 enfants, le gouvernement français, quand il a réquisitionné les chevaux, il a pris ses 2 plus belles bêtes, des chevaux qui avaient 8 ans, 10 ans, et il lui a laissé plus qu'une mule, une vieille mule, et elle a dû se débrouiller. Et sur le dos, qu'est-ce qu'elle avait? Le travail, le souci,
faire attention à tout le monde, hein, faire que tout le monde mange à sa faim. Et là-dessus, comme une chape, qu'elle a supporté son chagrin. J'étais excédé, j'étais en colère, et vraiment en colère. Et je lui dis, vous savez, votre grand-mère, hein, son patriotisme, vous savez où elle peut se le mettre? Vous savez, enfin quand même, considérez que de Biarritz à Menton, sur 300 km de large, prenez un crayon et un carnet, et vous allez noter sur les monuments aux morts, tous les morts, hein, tous les morts. Et vous allez vous rendre compte qu'en définitive, nous on a eu des millions de morts comme vous avez pu en avoir. C'est vrai que vous avez été occupés, c'est vrai qu'il y avait l'invasion chez vous, mais tous ces gens-là sont morts sur le territoire français. Ils sont partis. Et je leur ai dit de ne plus jamais revenir. Que je ne les voulais plus chez moi. Et ils ne sont jamais revenus. C'était aux alentours de 15h30, 16h. Les derniers clients étaient là. Et comme d'habitude, moi, j'avais expédié les salariés, ma femme, et je restais seul à ma table en merisier. Alors je m'ai sorti le jambon, un peu de pâté, un petit peu de fromage, du vin. Je mangeais pour me restaurer, ça me faisait du bien. Puis j'étais content, parce qu'en général, j'avais fait une bonne matinée, c'était complet, on avait fait de l'argent, les gens étaient heureux. Mais ce jour-là, avec tout ce que j'avais entendu d'idiotie sur la guerre, et sur le fait que nous étions, nous, pas des patriotes chez nous, dans le Midi, j'étais attristé. Pas en colère, mais attristé. Et subitement, il m'est venu dans la tête le père Chouki, à qui il manquait un bras. Moi je l'ai connu quand j'avais 10 ans. Il lui manquait un bras, le bras droit, là, l'avant-bras. Toute sa vie, il a travaillé qu'avec une main. Là où tailler, ramasser des sarments, hein, prendre le foin, c'était fabuleux. Un autre, mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, lui, il avait pris des éclats d'obus dans les reins. Et jusqu'à la fin de ses jours, il est mort à 67 ans, il est passé par des souffrances horribles, terribles. Rien ne pouvait le soulager. Et on se demandait, même les toubibs de l'armée se demandaient comment il pouvait continuer à vivre. Ah, et puis il y avait le père Richard. Alors le père Richard, là c'était une entité. Le père Richard, quand ma mère disait à mon père, Joseph, demain soir nous allons veiller chez les Richard, mon père était heureux, joyeux. Et nous, les enfants, on était impatients d'y être parce que le père Richard, il racontait des histoires, des rocambolesques, amusantes. Le père Richard, il avait fait la guerre, il était revenu avec un tout petit trou ici. Et de l'autre côté, un cratère. On voyait ses dents, la mâchoire a été emportée en grande partie, ce qu'on appelle, dans cette période-là, les gueules cassées. Il ne pouvait s'alimenter qu'avec des pailles. Il est mort d'inanition, quasiment. Et c'est mon grand-père qui lui a fait avoir une pension d'invalide de guerre, et il s'est forcé, il a forcé le père Richard qui ne la voulait pas, parce qu'il disait, moi, je travaille, il n'y a pas de raison que j'ai une pension d'invalide de guerre. Et puis il y avait l'oncle Félix. Alors l'oncle Félix, c'est une drôle d'histoire. C'est à la fois une histoire triste, terrible, et à la fois une histoire d'espoir, si vous voulez, et de joie. C'est très très mélangé. La compagnie était dans les tranchées, et mon parrain, l'oncle Félix, était arrivé dernier. Dernier servi parce qu'il était le dernier. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que un poilu, un ancien, avait reçu un jambon cru. Et il passait de l'un à l'autre, et chacun se tirait, se coupait des grandes tranches. Et arrivé à mon oncle, à mon parrain, il ne restait plus que l'os. Mon parrain, quand même, il était en colère, il s'est dit, zut, que tout de même, ils auraient pu me laisser un petit morceau de viande autour de l'os. Alors il prend l'os, il se lève et il crie, bande de salauds, mais bande de salauds, vous m'avez rien laissé. Et à ce moment-là, une marmite qui explose, qui soulève des tonnes de terre et qui vont enfouir toute la compagnie. Sauf l'oncle Félix, qui lui n'a eu de la terre qu'à la taille. Alors, abasourdi par le bruit, plein de fumée, plein de poussière, il ouvre les yeux
Et à la place de ses copains, de ses amis, qui venaient juste à l'instant de crier, d'engueuler, il n'y avait plus que de la terre. Tous étaient destinés à mourir. Là, ils étaient en train de mourir. Et lui seul, parce qu'il était en colère, il avait été sauvé. L'oncle Félix m'a dit, j'ai eu de la chance. J'ai eu une mauvaise blessure et je suis retourné définitivement chez moi. Une rafale de mitraillette m'avait percé la poitrine. Et heureusement que je suis tombé en avant. Comme ça, le sang, il a coulé par les trous. Parce que je serais tombé en arrière, mes poumons se seraient remplis de sang et je serais mort étouffé. Chez lui, pas de colère. Chez lui, pas de haine, pas de rancune. Oh, il ne m'a jamais fait de cadeau. Mon parrain ne m'a jamais fait de cadeau. J'avais 20 ans et il était venu chez ma grand-mère, sa sœur, qui habitait Rose, qui habitait juste à côté du Mas. Je le voyais quasiment tous les jours. Et à l'automne, il savait que je chassais. Il me dit, Henri, voilà pour tes cartouches. Et il me donne 100 francs. Je dis, non, pareil, 100 francs, c'est beaucoup trop. Et puis même, j'ai passé l'âge à 20 ans de recevoir des cadeaux. Le gardez sous, ne le volez pas. Allez, perds tes cartouches. Pour tes cartouches. Et je dis à ma grand-mère, j'écoute, l'année prochaine, s'il veut me faire un cadeau, dis-lui qu'il me donne moins d'argent tout de même. Et l'année suivante, il me rencontre, et à la même période, il me dit, va qui par tes cartouches, voilà pour tes cartouches. Et il me donne 1 franc. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait confondu, et de par son âge, il avait 86 ans tout de même, les francs nouveaux et les anciens. En définitive, la première année, il m'avait fait cadeau de 15 € pour traduire en argent d'aujourd'hui. Et la deuxième année, il m'avait fait cadeau de 15 centimes d'euros. Il ne m'a jamais fait de cadeau, c'est vrai. Et pourtant, il m'en a fait un très beau de cadeau. Le plus beau des cadeaux. Il m'a appris l'honnêteté, la gentillesse. Il m'a appris le pardon. Il m'a appris surtout qu'un homme comme lui était un pur. C'est-à-dire qu'il a vu des horreurs pendant la guerre. Il a vu des choses extraordinaires qui pourraient vous marquer dans l'esprit. Et lui, non. Le seul cadeau qu'il m'ait fait, c'est de m'apprendre ce que voulait dire le mot sérénité. Lorsque j'ai vendu le Mas, en 2006, il a fallu tout débarrasser. On a sorti des caisses, on a brûlé, j'ai balancé à la poubelle. Et dans l'écurie, il y avait des caisses. Mon père a adoré ranger des caisses. Alors dedans, il y avait des boulons, de la ferraille, des vis, des goupilles, je ne sais pas ce qu'il y avait encore, que des cochonneries. Et moi, je ne regardais pas, hein. Je jetais, je mettais ça dans ma voiture à la poubelle. Et ma femme, qui est toujours un peu curieuse, comme toutes les femmes d'ailleurs, me dit, non, 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 attends, laisse-moi cette caisse-là. J'en avais une caisse dans les mains. Elle dit, laisse-moi cette caisse-là, je vais voir ce qu'il y a dedans. Elle regarde, elle me dit, mais tu as vu? Regarde. Tu as vu qu'il y a une enveloppe? J'ai eu une enveloppe. Elle dit, oui, regarde. Alors, justement, je regarde cette enveloppe. Je l'ouvre, et dedans, il y avait une lettre. Et cette lettre-là, qui était toute sale, qui était pliée, et commençait à avoir les bords en décomposition, c'était une lettre des hommes, des Mazanais, des gens du village de mon grand-père Thomas, qui écrivaient à ma grand-mère, à sa femme, pour lui dire la peine qu'ils avaient. Alors ça me fait plaisir de vous le lire. Le 14 juillet 1916, c'est donc la date de cette lettre. Ma chère madame, il s'adresse à ma grand-mère. C'est très scolaire et très naïf à la fois, vous verrez. J'ai la douleur au nom des Mazanais du bataillon de faire part de la perte cruelle qui vous éprouvera et qui nous brise le cœur à tous. De votre mari mort au champ d'honneur, d'un éclat d'obus qui l'a ravi de ce monde instantanément, le pauvre n'a pas souffert. Il est mort en brave à la côte du Poivre. Et voilà comment c'est arrivé. Blanc se trouvait dans un trou où il était seul. Il y avait à peu près 1,50 m d'épaisseur de terre ou de rocher. C'était le 11 dans l'après-midi, vers le soir 6 h, que le malheur est arrivé. Une marmite est tombée sur son abri. Bah, il a enterré vivant. Ceux qui se trouvaient à son côté se sont mis au travail. Travail délicat. Il n'était pas mort, car on l'entendait crier et se plaindre de sa jambe. Et il faisait dire « ma jambe, ma femme, mes enfants, mes vignes, mon Dieu !» Et quand il a été dégagé, il était mort. Il avait la jambe brisée, il a perdu beaucoup de sang. Je crois même qu'il soit mort d'hémorragie. Mais il est mort avec sa connaissance, le pauvre.
il a dû souffrir. La tour Marius va s'occuper de sa sépulture et nous, les Mazanais, nous lui ferons une plaque identique sur sa tombe. Le pauvre m'a envoyé une carte datée du 8 courant et je l'ai reçue le jour qu'il est mort. Étant écrite au crayon, je n'ai pu lire régulièrement ce qu'il y avait d'écrit. C'est le dernier souvenir que j'ai de mon grand ami et je le conserverai comme une relique. Au nom de tous les Mazanais du bataillon, Latour, Gauthier, Pézenas et votre serviteur, je vous envoie nos sentiments amicaux et l'expression de nos sincères condoléances. Pézenas, Marcel. Il est évident qu'à la lecture de cette lettre, j'ai été bouleversé et très ému. C'était mon grand-père qui, en définitive, me parlait à travers ses amis depuis plus de 60 ans, 80 ans, je ne sais pas. Et là, j'étais vraiment pris. Et une question m'est venue subitement à la tête. Je me dis, mais enfin, comment s'est fait-il que mon père, qui nous parlait de son père, mais d'une manière assez vague, de sa mort, mais d'une manière imprécise, comment s'est fait-il qu'il ait gardé une enveloppe dans l'écurie des chevaux au milieu des bouleaux? Et subitement, c'est venu que mon père avait du chagrin. Dès qu'il parlait de son père, les larmes lui montaient aux yeux. Et ce chagrin, j'ai l'impression qu'il entretenait, et qu'il entretenait les relations avec son père qui était là-haut, qui était mort, uniquement en de temps en temps relisant ses lettres, qui étaient à lui et bien à lui et pas aux autres. Mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer. Sauf, lorsque nous allions en Avignon, c'était assez rare d'ailleurs, et que nous passions, ce qui est encore plus rare, devant les grilles du 58e régiment d'infanterie. Et chaque fois, il nous arrêtait au même endroit, devant les deux mêmes barreaux. Et il nous disait, voyez les enfants, avec émotion, hein, là, j'étais là, ma mère était là, et mon frère était là. Et nous avons embrassé notre père entre ces deux barreaux, parce qu'il était impossible que lui puisse sortir et nous rentrer. Et là, l'émotion lui prenait sa gorge, le prenait à la gorge. Les larmes lui venaient, et il ne pouvait plus parler. Comme les millions d'enfants de France devenus adultes. Et ces souvenirs-là, pour lui, c'était terrible. Voilà.